a du mal. C'est bon, c'est à vous. Oui, bonjour. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Comment faire confiance à un algorithme d'IA et constitue en fait un retour d'expérience sur plusieurs méthodes d'explicabilité. Donc, je m'appelle Franck Raymond, je suis data scientist chez Informatique Banque Populaire, qui est une filiale du groupe BPCE. Cette filiale développe et gère l'ensemble du système d'information pour les banques populaires. Et nous sommes également amenés à collaborer à des projets au niveau groupe, donc éventuellement pour d'autres entités du groupe BPCE. Donc, je travaille à Nantes au sein de la direction data, dans laquelle a été réalisée cette Il y a un gros expérimentation. décalage quand même. Donc, cette présentation est découpée en 3 parties. Une partie introductive de contexte, le retour d'expérience en lui-même, et en dernière partie, une synthèse des différentes conclusions que ce retour d'expérience nous a permis de dégager. Donc, au niveau du contexte, on va partir de quelque chose de très, très général. C'est que l'évidence aujourd'hui, c'est que les algorithmes, et en particulier les algorithmes de machine learning et les données sont partout. Les algorithmes sont fiables et leur usage est largement répandu. C'est-à-dire qu'on voit maintenant beaucoup de production et d'utilisation de ces algorithmes. Alors, dans notre cas, qui est celui du domaine bancaire, l'algorithme reste une aide à la décision humaine, c'est-à-dire que la décision finale est prise par un opérateur humain, un conseiller de clientèle ou un autre poste, un autre type de poste. Aujourd'hui, mais je pense que c'est un constat qui dépasse largement notre domaine d'activité, la performance des prédictions est l'objectif principal. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord attaché à montrer que ce type d'approche, c'est-à-dire l'application d'algorithmes de machine learning, est efficace et permet de produire de la valeur. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, si on peut appeler ça un problème, c'est que plus un algorithme est performant, plus il est complexe, et donc moins il est explicable. Alors, pourquoi ce dernier point pose question et introduit un nouveau point à traiter? C'est que donc on a pu constater une multiplication du nombre de producteurs d'algorithmes. Du coup, un large public d'intervenants non experts est désormais concerné. Donc, dans ce large public, on a par exemple les conseillers de clientèle ou les clients finaux de la banque. Et dans certains cas, on a pu constater une résistance à l'usage de ces nouveaux outils par ce public non expert. Donc l'explicabilité vient dans ce cadre pour essayer de réduire cette résistance éventuelle et de favoriser l'adoption de ces nouvelles solutions. Donc le constat, c'est qu'on s'adresse à un nouveau public qui est beaucoup plus nombreux, qui entraîne de nouvelles exigences. L'exigence principale pour nous, c'est la confiance, qui est un levier clé pour ce public de non-experts. Et on considère que la compréhension est le levier clé de la confiance dans ces nouveaux outils. Enfin, pour conclure cette partie d'introduction, j'ai rappelé une définition de l'IA explicable, qui est une forme d'intelligence artificielle pour décrire son objet, sa logique et sa prise de décision de manière intelligible à une personne lambda. Et c'est sur cette dernière partie, prise de décision expliquée de manière intelligible à une personne lambda, sur laquelle se concentre cette présentation. Aujourd'hui, on fait le constat que l'intelligence artificielle explicable est plutôt rare, puisqu'encore une fois, on s'est concentré quasi exclusivement sur les performances, et que donc c'est une nouvelle problématique qui est à traiter. Juste pour préciser la partie prise de décision pour une personne lambda, en fait, dans notre domaine d'activité, une des premières conclusions ou des premières constatations, c'est qu'on ne s'adresse pas à une seule personne, mais plutôt à plusieurs types de publics. Donc, c'est quelque chose qu'on va détailler par la suite. Donc, je vais passer maintenant au retour d'expérience en tant que tel. La première chose à laquelle on s'est intéressé par rapport à l'explicabilité,
c'est le niveau d'explicabilité. On rencontre dans la littérature deux niveaux principaux, le niveau global et le niveau local. Ici, l'illustration est tirée d'une étude sur la santé qui est disponible en ligne. Donc, à gauche, on a une illustration du niveau d'explicabilité globale, c'est-à-dire qu'on désire expliquer l'ensemble des prédictions sur une population par un seul ensemble d'explications. Ici, ces explications ont été schématisées sous forme de règles qui peuvent représenter un arbre de décision. Donc, cet arbre de décision s'applique à l'ensemble de la population et tente d'approximer le comportement du ou des modèles appliqués sur l'ensemble de la population. Par opposition, le niveau local, lui, s'intéresse à une prédiction particulière, d'où son nom de local. On pourrait aussi appeler ces niveaux global et local de macro et micro. Mais dans la présentation, on garde les termes global et local qui sont les termes consacrés, entre guillemets. Donc, encore une fois, pour ce niveau local, on s'intéresse à une prédiction particulière. Donc, dans notre cas, ce serait le résultat d'une prédiction sur un client particulier. Et donc, on voit schématisé sur l'arbre de décision qu'on s'intéresse à ce qui a conduit à la décision à laquelle on s'intéresse et non pas à l'ensemble des possibilités. Donc là, par exemple, ça permet d'illustrer les variables qui sont prises en compte et le résultat final obtenu. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a plusieurs publics auxquels on souhaite s'adresser. Donc ces publics, on les a répartis arbitrairement en trois familles de publics. Je vais commencer par le public comment dire, le plus expert dans le domaine, qui est à gauche du slide. Donc un public constitué de data scientists et ou de régulateurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc pour ce public, qui est un public de pairs, de ceux qui ont développé les algorithmes, on va donner un niveau d'explication très complet avec le détail des algorithmes utilisés, les données utilisées et les transformations qui sont appliquées, les performances techniques du modèle. On pourra aller jusqu'à partager le code qui a permis de générer le modèle et de l'exécuter. Et vu le niveau de détail, on restera au niveau des prédictions à un niveau global, c'est-à-dire qu'on décrira par exemple l'algorithme utilisé et les options qui ont été appliquées. Donc, comme je l'ai dit, ce public il peut être composé de deux parties principales aujourd'hui, donc des data scientists, donc des pairs de l'équipe qui aura développé le modèle. Dans le cas du domaine bancaire, il y a également un niveau de régulation qui est assez fort. On a au niveau français, au niveau national, un régulateur qui s'appelle l'ACPR, qui a des délégations de l'Union européenne, en particulier pour l'application de la RGPD, mais pour beaucoup d'autres domaines. Et ce régulateur est en train de mener des réflexions pour la mise au point de nouvelles règles à respecter pour les modèles de machine learning. Et donc, ces réflexions sont en cours. Le régulateur annonce que les premières règles seront sans doute publiées en 2021 et on s'attend à devoir fournir des détails assez complets. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce public régulateur en tant qu'expert. Donc, si on passe maintenant au niveau suivant, donc qu'on a appelé expert métier. En fait, dans notre cas, cet expert métier va souvent être un interlocuteur au niveau siège de la banque ou des établissements bancaires. Donc, ça peut être un expert métier marketing, un expert métier finance, un expert métier risque. Et lui sera intéressé par un niveau d'explicabilité à la fois global et à la fois local. Donc, avec un niveau de détail qui sera sans doute intermédiaire. On lui présentera les algorithmes utilisés, sans forcément rentrer dans le détail de ces algorithmes. On lui présentera les données utilisées, alors pas forcément directement les données utilisées en entrée du modèle, mais plutôt les données sources
en insistant sur leur sens métier. C'est-à-dire, est-ce que ça concerne le profil du client, ses habitudes, son niveau de risque, etc. Au niveau des performances du modèle, on lui présentera les performances techniques, mais également les performances métiers, en se projetant sur un niveau opérationnel. C'est-à-dire que plutôt que de lui parler uniquement de performance en termes de taux de détection, de précision, de recall, on lui fournira également des éléments, par exemple pour lui dire, pour un cas d'usage marketing, par exemple, combien de clients seront à contacter par mois pour tel ou tel cas d'usage. Et on aura sans doute à lui fournir des exemples d'utilisation et de résultats du modèle et des algorithmes utilisés. Enfin, pour l'utilisateur final, qu'on a situé tout à droite du slide, l'utilisateur final, c'est principalement le conseiller de clientèle. Ça peut être éventuellement également le client de la banque. Ça dépend un peu des cas d'usage. Donc, pour cet utilisateur final, on doit viser l'efficacité et ça nous amène à simplifier la communication ou en tout cas à la synthétiser. Donc, par exemple, on n'expliquera pas forcément en détail l'algorithme utilisé, mais on fournira plutôt une documentation d'usage des résultats fournis par le modèle. On réduira sans doute le nombre d'informations communiquées. Donc, là, j'ai mis pour illustrer le fait de communiquer simplement 3 variables explicatives. Les 3 variables explicatives qui ont le plus de poids, entre guillemets, dans la décision qui a été prise. Et on complétera ces variables par leur libellé, leur valeur et leur unité, de manière à ce que le résultat soit le plus intelligible possible pour cet utilisateur final. Et en complément, pour cet utilisateur final, on considère qu'il sera principalement, voire exclusivement intéressé par une explicabilité au niveau local, c'est-à-dire qu'il aura utilisé une explicabilité du résultat d'un modèle pour la transmettre à un client. Donc, il s'intéressera à une prédiction particulière et non pas au fonctionnement général d'un algorithme. Donc, voilà synthétisé sur ce slide les différentes populations auxquelles on s'adresse avec leurs différentes exigences et niveaux de détail et niveaux d'intérêt. Donc, on voit bien qu'on peut aller d'un niveau très détaillé à un niveau très local, très synthétisé. Donc, dans la suite, on s'intéresse à la communication avec ces différents niveaux de public. Donc, pour situer le contexte de la problématique dans laquelle s'est située cette expérimentation, on peut illustrer cette situation par une demande type d'un établissement bancaire qui nous a informé qu'il disposait d'un modèle de machine learning développé en interne, complété par l'information que le modèle et les données utilisées conviennent à l'établissement, et donc que l'établissement ne souhaite pas changer ni le modèle ni les données utilisées. En particulier pour les données, l'utilisation des données a été validée au sens de la réglementation RGPD. Donc voilà, l'établissement bancaire souhaitait conserver en l'état ses résultats et nous a demandé d'expliquer par contre les résultats fournis par le modèle afin de favoriser l'adoption par les utilisateurs métiers. Donc là, dans ce cas particulier, l'utilisateur final était plutôt un utilisateur métier, donc plutôt au siège de la banque. Mais on a étendu notre réflexion jusqu'à d'autres types de publics, type conseiller de clientèle ou client final. Les résultats qu'on va présenter dans la suite sont basés sur des données publiques de type open data et qui sont liées au cas d'usage de l'octroi de crédit. C'est-à-dire qu'un client demande un crédit et la banque se demande si le crédit est accordé ou pas. Alors, dans notre démarche, on a souhaité tester plusieurs méthodes d'explicabilité pour essayer de ne pas avoir trop d'a priori au départ de cette étude. On a d'abord envisagé une explication globale qui permet de produire des règles métiers. Donc, c'était l'occasion d'utiliser un développement réalisé par le groupe BPCE sous forme d'un package Python. Et on a ensuite utilisé
principalement 3 autres méthodes qu'on a vu utiliser de manière assez répandue dans la littérature. Une méthode de permutation de valeurs, la méthode Lime, qui consiste à approximer localement les prédictions d'un modèle par un modèle linéaire, ce modèle linéaire étant explicable, donc c'est lui qui fournit l'explicabilité. Et enfin, la méthode de Shapley, qui est une méthode issue de la théorie des jeux. On a également souhaité appliquer ces différentes méthodes sur plusieurs types de modèles qui sont représentés ici sur un graphe qui combine l'interprétabilité et les performances d'un modèle. Donc, en bas, à droite, on va retrouver les modèles les plus interprétables, qui sont les modèles linéaires ou les modèles de type arbre de décision unique, mais qui en général fournissent des performances qui sont en deçà des autres modèles sur ce graphique, en particulier les modèles ensemblistes, type random forest, ou des modèles neuronales. Donc, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'essayer de disposer de méthodes d'explicabilité qui soient agnostiques du modèle et qui puissent s'appliquer dans des situations variées. Donc, sur ce slide, on a une représentation de résultats de ces différentes méthodes à un niveau global. Donc, niveau global, c'est on cherche à approximer le comportement d'un modèle sur l'ensemble d'une population. Donc, j'ai représenté qu'une partie des résultats obtenus. Le tableau qui est en haut à droite représente les règles métiers qui sont générées par le package Scope Rules développé par BPCE. Donc, l'avantage de ce type de résultat, c'est qu'on a une série de règles et chacune des règles est simple à comprendre. On a un nombre limité de variables, elle est facilement interprétable. L'autre avantage, c'est que si on a des problématiques d'implémentation ou de temps de réponse, l'implémentation de ces règles, même si elles approximent un modèle, permettent des temps d'exécution beaucoup plus faibles et sont adaptés en particulier dans des applications de type temps réel. L'inconvénient de ce modèle, c'est qu'il produit une série de règles qui approximent les résultats d'un modèle et que l'empilement de ces règles on va dire difficilement interprétable quand ces règles sont empilées. Pour donner un ordre de grandeur, on peut aboutir entre 10 et 20 règles. Autant sur quelques règles, on peut, entre guillemets, s'y retrouver facilement, autant sur ce nombre de 10 ou 20, ça devient plus compliqué. Ensuite, en bas, on a représenté la représentation schématique d'un arbre de décision unique. Donc, chaque boîte correspond à une condition et suivant le résultat de la condition, on va parcourir une branche ou l'autre de l'arbre de décision. L'avantage de ce type de modèle, c'est qu'il est explicable par nature. C'est une vraie force quand on souhaite mettre l'accent sur l'explicabilité. Malheureusement, en général, ce type de modèle fournit des performances qui ne sont pas assez satisfaisantes pour les résultats escomptés. Par contre, c'est un peu un cas particulier dans le sens où, dans ce cas d'un arbre de décision unique, l'explicabilité qui est donnée correspond exactement à la manière dont fonctionne l'algorithme. Quasiment toutes les autres méthodes fonctionnent par approximation. C'est-à-dire qu'on a des prédictions d'un modèle et on les approxime par une autre méthode. Donc, ça reste quand même une piste intéressante si les performances conviennent au cas qu'on veut traiter. Enfin, sur la partie gauche du slide, on trouve la représentation de l'explication globale via la méthode de Shapley. Donc, sur à gauche, on a la liste des variables par ordre décroissant d'importance. Les variables les plus importantes sont en tête de liste. On a une représentation également par point, c'est-à-dire que chaque point représente une prédiction. Donc là, on a graphiquement une représentation de la répartition des prédictions par variable. La localisation d'un point dans la zone des valeurs positives ou négatives, donc l'axe qui est en bas correspond
correspond au poids positif ou négatif dans la prédiction. Et enfin, la couleur et son intensité, donc du bleu au rouge, correspond à la valeur en elle-même. Donc, on voit que sur ce type de représentation, on a quelque chose d'assez complet. On synthétise un nombre assez important d'informations. Et de manière plus générale, quand on regarde les résultats qui sont fournis, on a quelque chose d'assez fourni, d'assez détaillé, mais qui reste à un niveau assez technique. Et donc, autant ça paraît bien adapté pour un public, on va dire, de type expert, type data scientist ou régulateur, voire communicable à un expert métier, autant ça paraît difficile de communiquer ces résultats tels quels à un public final, type conseiller de clientèle ou client. On retrouve la même constatation ou le même constat au niveau local. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à une prédiction particulière. Donc là, les deux méthodes qui sont illustrées en haut, donc permutation de valeurs et approximation par un modèle linéaire, fournissent des résultats sous forme tabulaire, c'est-à-dire qu'on a une liste de variables avec leur poids et éventuellement leur valeur. Et on a le même type de représentation plutôt graphique que tabulaire pour la méthode Shapley en bas. Donc, au niveau des résultats bruts fournis par ces méthodes d'explicabilité que nous avons testées, on fait le même constat qu'il y a sans doute un travail supplémentaire à réaliser pour les communiquer à un utilisateur final. Donc, ces quelques questions qui sont illustrées sur le graphique de la méthode Shapley, on peut s'interroger par exemple sur l'opportunité de regrouper des variables. Sur cet exemple, donc sur les données open data, une des variables représente l'historique de la relation du client avec sa banque. Cette variable peut prendre 4 valeurs et pour le traitement des données, avant de fournir des données au modèle, eh bien, on a éclaté entre guillemets ces valeurs en 4 variables différentes. Par contre, pour l'interprétabilité, il serait peut-être intéressant de les regrouper pour éviter de laisser à l'utilisateur final le travail à faire de concaténation et de regroupement de ces variables. Au niveau du nommage, c'est un point assez important, c'est-à-dire que les sorties de ces méthodes d'explicabilité en fait reposent sur les variables ou plutôt sur les features qui sont en entrée directe du modèle. Donc ces features, elles sont construites par transformation des données sources. Les données sources ont une valeur et une signification métier. Les features sont un peu plus difficiles à interpréter. Là, par exemple, pour la variable qui est sans doute la plus importante dans cette prédiction, la variable CHK-ACC-A14, elle indique si le client possède ou non un compte chèque, avec une valeur à 1 s'il n'y a pas de compte chèque, une valeur à 0 s'il y a un compte chèque. Donc, on voit d'une part que voilà, le nom de la variable n'est pas du tout parlant au sens métier. Donc là, si on pense à la définition rappelée plus haut de fournir des résultats de manière intelligible, on en est un peu loin, ou en tout cas pour un utilisateur final. Et on voit aussi l'intérêt d'associer les valeurs et leur signification. Et enfin, un constat général, c'est que le nombre de features, de variables explicatives est beaucoup trop important pour être communiqué tel quel à un utilisateur final. Donc, on peut se poser la question de réduire le nombre de variables pour conserver uniquement les variables qui ont le poids le plus important, de les compléter par leurs valeurs et leurs unités. Pour donner un ordre de grandeur, nous, on souhaite en général conserver au moins trois variables. C'est rarement plus, sachant que le nombre de features dans l'entrée d'un modèle peut être de l'ordre de plusieurs centaines. Donc ça permet de donner la mesure, entre guillemets, de la simplification ou de la synthèse qu'on est amené à appliquer. Donc de manière synthétique,
les pistes qu'on envisage pour simplifier la restitution à un public non expert, c'est d'utiliser un langage compréhensible par le public visé. Donc, ça passe par la traduction du nom de features en données métiers, voire en libellé, entre guillemets, en français, c'est-à-dire intelligible par le public qui est visé. Ça passe également par réduire le nombre d'informations, donc passer de, par exemple, plusieurs centaines de features à un nombre beaucoup plus réduit, on va dire inférieur à la dizaine. Et on peut également être amené à transformer les conditions et les seuils pour les rendre de manière encore plus intelligible et encore plus synthétique. Un exemple, c'est par exemple d'arrondir les montants. Si dans les features qu'on utilise, il y a par exemple le montant d'un compte courant, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'au centime, mais un montant arrondi peut suffire et peut être plus rapidement interprétable par le conseiller de clientèle et par le client. Alors, ce slide illustre le travail de traduction et de transformation qu'on a à faire pour passer d'un niveau expert à un niveau utilisateur final. Donc, sur la partie gauche, on retrouve l'illustration et la liste des valeurs, liste des variables explicatives les plus importantes pour le refus d'un crédit. Donc, on voit qu'on a soit une représentation graphique avec toutes les features, soit une représentation tabulaire avec la liste des features par ordre décroissant d'importance, leur poids relatif et leur valeur. Sur le milieu du slide, on représente ce qu'on souhaite communiquer au conseiller de clientèle. Donc, en l'occurrence, les 3 variables qui ont le poids le plus important dans la décision de refus du crédit pour le client qui est en face du conseiller. On souhaite réaliser la traduction du nom des features, donc des noms techniques, en noms fonctionnels, en noms métiers. Par exemple, la variable CHK ACCA14 est transformée en pas de compte chèque. Idem pour l'ancienneté du client, pour laquelle on indique le nombre de mois de durée de relation entre le client et la banque. Et puis enfin, pour la 3e variable, ça représente l'historique de la relation. Donc là, on a soit une situation de crédit critique, ça peut par exemple un client proche du seuil du taux limite d'endettement, ou la présence de crédit dans d'autres établissements, donc plutôt une inconnue sur sa situation de crédit. Donc pour cette première partie, on passe bien d'un niveau technique très détaillé à un niveau synthétique, plutôt métier, qui va être interprétable plus rapidement par le conseiller de clientèle. Et enfin, pour la communication au client, en rendez-vous par exemple, encore une fois, dans notre domaine, on met en place des outils pour aider le conseiller de clientèle à prendre des décisions. Donc, le conseiller de clientèle utilise librement ces données. Il peut choisir, par exemple, de communiquer seulement une partie de ces informations. Il peut également choisir de les associer à d'autres informations sur la situation du client, puisque c'est le conseiller de clientèle qui connaît le mieux son client. Et puis, il peut également aller plus loin que la simple restitution de ces informations en fournissant du conseil au client. Là, en l'occurrence, on pourrait imaginer un dialogue en 2 étapes où le conseiller de clientèle dit qu'en l'état, la demande de crédit est refusée, mais qu'elle pourrait être acceptée, par exemple, en souscrivant un compte chèque dans la banque ou en renouvelant sa demande un peu plus tard pour que l'ancienneté soit un peu plus ancienne. Donc, de passer d'une simple restitution à une posture de conseil et de vraie valeur ajoutée pour le client. Donc, en tout cas, on mesure le chemin, entre guillemets, et les étapes à parcourir pour passer de ce niveau technique détaillé qu'on obtient en sortie des méthodes d'explicabilité qu'on a testées pour aller jusqu'à l'utilisation opérationnelle par un conseiller de clientèle. Donc, du point de vue technique,
cette transformation, cette transformation de features, on peut la représenter sous la forme d'un dictionnaire de données. Donc là, on a pris la variable dont on a déjà parlé qui indique la présence ou pas d'un compte chèque. Donc la partie avec les colonnes bleues représente la partie détaillée, qu'on a appelée langage expert. Et en fait, c'est une partie qu'on réalise déjà pour les développements, puisqu'on part de variables sources qui ont un sens métier pour les transformer en features techniques qui seront injectées directement dans le modèle. Donc la liste de ces associations entre données métiers et features techniques, on les connaît déjà. On connaît déjà également les conditions qui permettent d'opérer les transformations. Ce qui reste à faire, c'est d'ajouter une partie langage métier qui permet, en fonction des valeurs prises par chaque features, d'obtenir un libellé qui soit intelligible. Là, dans cet exemple, la valeur 0 correspond au libellé « le client possède un compte chèque » et la valeur 1, le client ne possède pas de compte chèque. Par rapport aux conclusions qu'on peut tirer de ce retour d'expérience, la méthode qu'on privilégie actuellement sur l'implémentation de méthodes d'explicabilité sur les nouveaux modèles qu'on développe, c'est plutôt la méthode Chaplet, en raison des avantages qu'elle présente, c'est-à-dire un fondement théorique un peu plus étayé que les autres méthodes qui sont disponibles. L'autre avantage, c'est qu'on peut produire des explications au niveau global et local. Donc, ça permet de conserver une seule méthode pour ces deux types de représentations. Un de ces inconvénients, ça peut être le temps de traitement, puisque le temps de traitement de détermination des variables les plus importantes, donc des variables explicatives, ce temps de traitement est exponentiel en fonction du nombre de features dans les modèles. Donc, ça peut être un problème si on a des temps de traitement courts à voir au cas par cas, sachant que pour un traitement qui est mensuel, en général, ça ne pose pas de souci si le traitement est un peu long. Si on a un traitement quotidien, voire en temps réel ou quasi temps réel, ça peut devenir un problème, ou en tout cas un point à traiter différemment. Donc voilà pour la méthode privilégiée. Le constat qu'on fait, on va dire au-delà de l'application d'une méthode technique d'explicabilité, c'est que, en tout cas dans notre cas, il est indispensable de rendre intelligibles les résultats bruts, donc en complétant le dictionnaire de données existant et en limitant le nombre d'informations, sachant que ces étapes supplémentaires sont plutôt destinées au public intermédiaire de type expert métier et aux utilisateurs finaux, qu'ils soient conseillers de clientèle ou clients de la banque. Alors, le point positif qu'on retire de cette expérimentation, c'est que le ratio surcoût-bénéfice est très favorable. Il y a effectivement un surcoût pour appliquer une ou plusieurs méthodes d'explicabilité. Il y a un surcoût pour traduire éventuellement ces résultats techniques bruts en résultats intelligibles pour l'utilisateur final, mais les bénéfices à en tirer sont assez importants. Donc, pour revenir un peu plus en détail sur les étapes à intégrer dans les projets, donc là, c'est plutôt l'impact opérationnel de l'utilisation de ces méthodes d'explicabilité. C'est que ce qui nous paraît utile, c'est de compléter le dictionnaire des données pendant les développements, c'est-à-dire au fil de l'eau des développements, pour lisser la charge, le surcoût de cette partie métier à ajouter. Il faut également se poser la question de créer une interface pour intégrer les résultats au poste de travail du conseiller de clientèle, sachant que là, on déborde un peu du sujet de ce retour d'expérience, si ce n'est que le fait de se dire on veut limiter le nombre d'informations à présenter au conseiller de clientèle, ça s'intègre complètement dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'il est
il est difficilement imaginable de fournir à un conseiller de clientèle une liste de 100 features à éplucher, entre guillemets, d'où cette nécessité de synthétiser et de réduire le nombre des informations communiquées. Au niveau des bénéfices attendus, c'est principalement favoriser l'adoption des solutions par les conseillers, de réduire la résistance à l'usage qu'on peut rencontrer dans certains cas. C'est également aider les conseillers à renforcer la confiance des clients dans leur banque. Donc ça passe par la traduction des données techniques en données intelligibles, à la fois par le conseiller et par le client, en allant jusqu'à éventuellement ramener le conseiller de clientèle à adopter une vraie posture de conseil par rapport à la situation du client. Et enfin, dans le cas du domaine bancaire qui est fortement réglementé, ça nous permet d'augmenter la capacité de réponse aux audits et contrôles. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on ne connaît pas en détail ce qui nous sera demandé par le régulateur, on pense que mettre dès maintenant en place des méthodes d'explicabilité nous permet d'aller dans ce sens-là et donc déjà d'anticiper sur les prochaines demandes qui nous seront faites. Voilà. Et enfin, pour ceux que ça intéresserait, j'ai listé les packages Python utilisés, les données utilisées et éventuellement les illustrations utilisées dans ce support. Je vous remercie de votre attention. Donc, je ne sais pas si les questions ont déjà été posées dans la conversation. Alors, je vois une question qui demande si les méthodes formelles permettent-elles d'expliquer plus facilement l'IA. Je pense que oui. Par contre, pour moi, ce sont encore des méthodes qui sont plutôt du domaine de la recherche, en tout cas au niveau de la connaissance de ces méthodes et de l'application de ces méthodes. Après, on peut aussi imaginer que, si on met en parallèle les progrès qui ont été réalisés sur l'adoption des algorithmes de machine learning, leur fiabilité et leur démocratisation, qu'on aura aussi une démocratisation des méthodes d'explicabilité, c'est-à-dire que de plus en plus d'acteurs vont être amenés à les utiliser, et donc on aura sans doute également des nouvelles méthodes à appliquer dans le futur, soit des méthodes formelles. Il y a également d'autres méthodes qui s'intéressent lors de l'étape de construction d'un modèle à ne pas construire un seul modèle qui soit très performant, mais plutôt de construire un couple de modèles, un qui soit performant et un qui soit très facilement explicable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien, a priori, pas d'autres questions. Il y en a une autre.
Alors la question, est-ce qu'il y a une vérification manuelle des résultats dans le cas d'une attribution ou non de prêt? Après, je ne suis pas sûr de saisir exactement le cadre de la question. Alors, si la question c'est est-ce qu'on compare les résultats de prédiction d'un modèle avec ce qui s'est passé effectivement au niveau de l'attribution ou pas d'un crédit, enfin d'un prêt, la question est oui. Donc là, on déborde un peu de la méthode d'explicabilité, on est plutôt dans une problématique de boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on produit des prédictions et ensuite on souhaite comparer ces prédictions avec les résultats effectivement constatés, soit sur l'octroi, enfin l'attribution ou non d'un prêt. Donc effectivement, c'était un autre sujet sur lequel on est en train de travailler et c'est aussi une problématique générale sur tous les modèles qu'on met en place. Cette problématique, c'est effectivement de comparer, on va dire, dans le temps, ou au fur et à mesure de l'application, les résultats de prédiction avec les résultats. Alors, est-ce que les clients peuvent contester la décision? Oui, parce que, contester. Encore une fois, ce n'est pas l'algorithme qui prend la décision, c'est bien un opérateur humain dans notre cas, c'est un conseiller de clientèle. Donc, à la limite que la décision soit prise en se servant ou pas des résultats d'un modèle, ça ne change pas grand-chose à cette relation. Par contre, on peut imaginer que des clients demandent plus d'explications. Je ne sais pas si c'est le sens du mot contester au niveau décision. Alors, il y a une autre question qui demande si la détection de l'absence de biais dans les données d'entraînement fait-elle partie de l'explicabilité? À mon sens, non. Pour moi, l'explicabilité, c'est plutôt sur les résultats finaux. Mais effectivement, peut-être que le fait de disposer d'une méthode d'explicabilité permettrait de détecter plus facilement des biais dans les données d'entraînement. Non, je pense que en tout cas aujourd'hui, pour nous, la détection des biais dans les données d'entraînement, elle se fait plutôt avec d'autres méthodes, des méthodes plutôt plus classiques, statistiques. Alors, il y a une question, comment et par qui sont déterminées les données présentées au final, et également pour la traduction? Alors, effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé dans la présentation. Eh bien, comment dire, cette traduction, elle est réalisée en coopération entre les équipes qui développent les modèles et la traduction et les utilisateurs, finaux, on va dire pilotes, auxquels on présente des propositions de traduction et qui nous font leur retour sur les libellés, par exemple, sur le nombre d'informations, sur ce genre de choses. Donc, pour répondre de manière rapide à la question, comment c'est en collaboration par les équipes, on va dire, techniques et métiers. Et puis, on peut aussi envisager le fait que cette traduction peut évoluer au fur et à mesure de l'utilisation. Par exemple, pour affiner des libellés ou ajouter ou enlever des données. C'est quelque chose qui est à faire on va dire au cas par cas selon les différents cas d'usage.
priori, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette présentation. Alors, une autre question, comment était gérée la gestion du changement auprès des équipes métiers suite à l'introduction de l'IA dans leur quotidien? C'est une excellente question qui est toujours d'actualité, puisque même si techniquement on a eu un développement ou une démocratisation plutôt rapide des algorithmes, effectivement le changement à appliquer auprès des équipes métiers reste à faire. Après, voilà, suivant les domaines, il y a des domaines où c'est plus ou moins rapide. En particulier, si on s'adresse à des équipes métiers plutôt au siège des établissements bancaires, on a moins de personnes, entre guillemets, à convaincre que si on veut s'adresser à l'ensemble des conseillers de clientèle, qui sont beaucoup plus nombreux. Mais cette partie, effectivement, elle demande beaucoup de pédagogie et un temps assez important, enfin un temps non négligeable pour ce changement. Alors, j'ai une question. Pour une meilleure explicabilité, une méthode agile est-elle mieux? Alors, ça peut effectivement être adapté si on souhaite, ne pas attendre d'avoir un modèle finalisé avant de communiquer des traductions aux utilisateurs finaux. Si par exemple on est sur une version 2 d'un modèle avec 50 features, peut-être que dès cette version 2, c'est intéressant effectivement de proposer déjà des résultats d'explicabilité aux utilisateurs finaux pour avoir au plus tôt leur retour de manière à intégrer ces retours dans des sprints agiles. Alors, il y a ensuite une question. Avez-vous obtenu les mêmes résultats, features les plus importantes avec les différents modèles? Et sinon, comment avez-vous fait pour choisir le modèle? Donc, pour la réponse à la première partie, est-ce qu'on a obtenu les mêmes résultats avec les différents modèles? La réponse est non. Y compris en comparant avec les résultats des modèles qui fournissent eux-mêmes une liste des features les plus importantes. On a des résultats qui peuvent différer. Alors, ce qu'on a constaté, en tout cas dans les cas qu'on a étudiés, c'est qu'il n'y a pas de différence majeure. C'est-à-dire que pour une prédiction particulière, par exemple, on ne va pas retrouver des features complètement différentes d'une méthode d'explicabilité à l'autre. Par contre, on peut avoir des différences, effectivement. Ce qui peut se comprendre, puisque ces méthodes d'explicabilité, en tout cas celles qu'on a utilisées, ce sont des approximations de fonctionnement de modèle. Donc, suivant les modèles et suivant les méthodes d'approximation utilisées, on peut avoir des représentations un peu différentes. Donc, la réponse est oui, on a obtenu des résultats différents. Par contre, globalement, ils restent comparables. Et comment on a fait pour choisir le modèle d'explicabilité? On a plutôt retenu la méthode d'explicabilité Chaplet, puisqu'il y a on va dire un fondement théorique un peu plus étayé que sur les autres méthodes qu'on a testées, sachant qu'on pourra dans le futur changer ou compléter cette méthode d'explication, d'explicabilité, si on trouve d'autres qui soient plus satisfaisantes. Après, il y a effectivement un autre point que je n'ai pas abordé pendant la présentation, c'est que je me suis concentré sur le cas où on dispose d'un modèle dont les performances conviennent et qu'on ne souhaite pas changer. Encore une fois, en se concentrant sur la performance, on peut imaginer que dans le futur, les problématiques de performance ne soient pas les seules à être prises en compte,
en tout cas ne soit pas forcément prioritaire. On peut imaginer que, par exemple, sous la pression des utilisateurs, que ce soit les conseillers de clientèle ou les clients, on ait besoin d'apporter beaucoup plus de transparence et d'explication. Et donc, on pourrait être amené à retenir des modèles peut-être un peu moins performants, mais beaucoup plus explicables. C'est quelque chose qu'on commence à voir émerger. Donc voilà, je pense que c'est aussi un sujet à suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique plutôt des méthodes d'explicabilité parce que les modèles qu'on a retenus sont peu explicables. Demain, peut-être qu'on choisira délibérément de choisir des modèles un peu moins performants, mais beaucoup plus explicables par nature. Non, a priori, pas d'autres questions. Je vous remercie pour toutes ces questions et je vous souhaite une bonne journée.